Morphine, Mikhaïl Bulgakov. 1. Le bonheur, c'est comme la santé. Quand on l'a, on ne le remarque pas. Du reste, il y a beau temps que les gens d'esprit l'ont dit. Mais voilà, les années passent et vient un jour où l'on s'en souvient. Oh oui, comme on s'en souvient. Moi, je me rends compte maintenant que j'ai été heureux durant l'hiver 1917. Année inoubliable, année de neige et de tempêtes. La bourrasque s'était déchaînée et m'avait saisi tel un lambeau de journal déchiré pour me transporter d'un district perdu à un chef-lieu de canton. Ce n'est pas grand-chose non plus un chef-lieu de canton, me direz-vous. Eh bien, allez donc passer comme moi 2 années, ou presque, ensevelis sous la neige la moitié du temps, et l'autre moitié perdue dans une étendue de mornes et maigres forêts sans un seul jour de congé. Imaginez-vous en train de déplier le journal de la semaine passée avec les mêmes émois qu'un amant comblé qui décachait une enveloppe bleu ciel, ou encore parcourant les 18 verstes en traîneau pour vous rendre au chevet d'une accouchée. Celui qui a connu cette vie-là me comprendra. La lampe à pétrole crée une atmosphère des plus intimes, mais moi, je préfère l'électricité. Et voilà que je les revoyais, ces petites ampoules électriques, pleines d'attrait. Dans la grande-rue, où la neige avait été bien tassée par les traîneaux des paysans, le regard charmé s'arrêtait aux enseignes. L'une représentait des bottes, l'autre un craquelin doré. Plus loin, un jeune homme aux petits yeux porcins et effrontés, coiffé d'une façon complètement artificielle, vous invitait à pénétrer dans la boutique du Figaro local qui attendait, embusqué derrière les portes vitrées de sa boutique. Il proposait de vous raser à tout moment, moyennant la somme de 30 kopecks. Exception faite des jours de fête, si nombreux dans ma patrie. Aujourd'hui encore, je frémis au souvenir des serviettes de notre Figaro. Elles m'évoquaient irrésistiblement la page d'un manuel allemand de vénérologie, qui représentait un citoyen dont le menton s'ornait d'un chancre dur. C'était clair et convaincant. Mais je dois dire que même ces serviettes ne sauraient ternir mes souvenirs. Il y avait là, planté au carrefour, un agent de police bien vivant. La vitrine crasseuse de la pâtisserie laissait deviner sur des plaques de fer des rangées de gâteaux pleins d'une crème roussâtre. La place principale était jonchée de foin. Il y avait des gens qui allaient à pied ou en voiture, qui discutaient. Au kiosque, on vendait des journaux moscovites de la veille, et les nouvelles qu'ils relataient étaient bouleversantes. Non loin de là, les trains de Moscou échangeaient des coups de sifflet enjôleurs. En un mot, c'était la civilisation, Babylone, la perspective Nevsky. Et l'hôpital donc. Il comprenait un service de chirurgie, un service de médecine générale, un pavillon réservé aux contagions et une maternité. Dans la salle d'opération, l'autoclave brillait de 1000 feux, les robinets reluisaient, les tables sophistiquées dévoilaient leurs pattes, dents et vis. Il y avait là un médecin-chef et 3 internes, plus moi-même. Ajoutez-y des officiers de santé, des sages-femmes, des infirmières, une pharmacie et un laboratoire. Oui, il y avait même un laboratoire. Équipé d'un microscope Zeiss et d'une prodigieuse collection de colorants. Je sursautais, j'avais froid. Toutes ces impressions nouvelles m'accablaient. Il m'en fallut du temps pour m'accoutumer à voir la lumière électrique inonder soudain, à heure fixe, les bâtiments noyés dans le crépuscule de décembre. Cette lumière m'aveuglait. L'eau tourbillonnait et grondait dans les baignoires. On y voyait flotter, puis s'enfoncer, des thermomètres de bois souillés. Toute la journée, de l'aile du pavillon des contagieux réservé aux enfants, parvenaient des gémissements, de faibles pleurs pitoyables, une sorte de gargouillis rauque. Les infirmières débordées couraient dans tous sens. Mon âme s'était allégée d'un lourd et pénible fardeau. Cette fatalité qui voulait que je sois tenu pour responsable de tout ce qui pouvait survenir dans le monde s'était envolée. Je n'étais plus coupable d'une hernie étranglée. Je n'étais plus parcouru d'un frisson nerveux dès qu'un traîneau amenait une femme en couche dont l'enfant se présentait mal. Les pleurésies purulentes nécessitant une opération ne me concernaient plus. Pour la première fois, je me sentais un homme dont la responsabilité était définie par le cadre d'une institution. C'est pour un accouchement ? Le petit bâtiment devant vous. Vous voyez, la fenêtre du bout. Celle qui a un rideau de gaze blanche. Vous y trouverez l'accoucheur, un gros monsieur sympathique avec une petite moustache rousse et un début de calvitie. C'est lui qui s'occupe des accouchements. Traîneau, va donc à la fenêtre au rideau blanc. Une fracture compliquée ?
Allez trouver le chirurgien qui est là pour ça. Une congestion pulmonaire, c'est du ressort de Pavel Vladimirovitch, en médecine générale. Majestueuse machine qu'un grand hôpital dont tous les rouages sont bien huilés. Telle une vis calibrée avec précision, je trouvai ma place dans l'appareil et pris en charge le service de pédiatrie. Scarlatine et diphtérie m'absorbèrent, s'emparèrent de mes journées. Mais uniquement de mes journées, car je m'étais remis à dormir la nuit. Je ne craignais plus d'entendre frapper à ma porte les coups de mauvais augure qui me sortaient du lit et m'emportaient dans les ténèbres vers le danger et l'inéluctable. Je me mis à consacrer mes soirées à la lecture. Mes préférences allèrent en premier lieu aux ouvrages sur la scarlatine et la diphtérie. Ensuite, très curieusement, je me passionnai avec Fenimore Cooper, appréciant à sa juste valeur la lampe qui surmontait ma table, les braises grises sur le plateau du samovar, le thé en train de refroidir, et, après 1 an et demi de veille, le sommeil. Mon bonheur de l'hiver 1917, ce fut cela, passer d'un district pris entre vent et neige à un chef-lieu de canton. 2. Un premier mois s'envola, suivi d'un second, puis d'un troisième. L'année 1917 s'éloignait. Nous étions déjà en février. Je m'étais accoutumé à ma nouvelle situation et oubliais peu à peu mon lointain district. La lampe verte où sifflait le pétrole, la solitude et les tas de neige étaient en train de s'effacer de ma mémoire. Ingrat que j'étais. J'avais oublié le poste de combat où, solitaire et sans soutien, j'avais lutté contre les maladies, tels ces héros de Fenimore Cooper qui sortent vainqueurs des situations les plus invraisemblables, armés de leur seule force. Quand je me couchais, tout à l'agréable pensée que j'allais m'abîmer dans le sommeil, il arrivait cependant que des bribes de souvenirs traversent ce qui me restait de conscience. La lumière verte de la lampe, la lanterne qui trouait l'obscurité d'une lueur intermittente, le grincement d'un traîneau, un gémissement étouffé, puis les ténèbres. Le hurlement sourd de la bise tourbillonnant sur la neige, les étendues désertes. Puis tout cela se brouillait et sombrait dans un puits sans fond. Je serais curieux de savoir qui a bien pu me remplacer là-bas. Car enfin, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Quelques jeunes médecins dans mon genre. Eh bien quoi? Après tout, j'y ai fait mon temps. Voyons, nous sommes en février. Mars, avril, disons mai, et voilà mon stage fini. Donc, à la fin de mai, je quitte ma brillante métropole et je retourne à Moscou. Et si la révolution m'emporte sur son aile, il se peut bien que j'aie encore à voyager. Mais ce qui est sûr, c'est que mon district, jamais de ma vie je ne le reverrai. Jamais. La capitale, la clinique, l'asphalte, les lumières. Telles étaient mes pensées. Mais c'est bien quand même que j'y ai passé un certain temps dans ce district. Je suis devenu un homme hardi. Je n'ai peur de rien. Que n'ai-je pas soigné? Vraiment. Quoique, non, je n'ai pas eu de maladie psychique. Mais si, ça me revient. L'agronome qui s'était mis à boire comme un fou. Et moi qui avais essayé de le soigner, sans grand succès, il faut le dire. Le délirium très mince, qu'est-ce que c'est sinon une maladie mentale? Il faudrait que je lise un peu de psychiatrie. Et puis, au diable la psychiatrie. On verra ça plus tard, à Moscou. Pour le moment, le principal pour moi, ce sont les maladies infantiles. Les maladies infantiles et encore les maladies infantiles. Et surtout ces maudites prescriptions de pédiatrie. Le bagne, quelle horreur! Prenons un enfant de 10 ans. Combien peut-on lui administrer de pyramidon? 0,1 gramme ou 0,15 grammes? Je n'en sais plus rien. Et à un enfant de 3 ans? Les maladies infantiles et rien d'autre. Assez de hasard, assez de folie. Adieu mon district. Ce soir, il ne veut pas me laisser en paix, et je me demande bien pourquoi. La lueur verte? Après tout, j'ai fini de payer ma dette. Assez. Dormons. C'est une lettre. On vient de l'apporter. Donnez. L'infirmière se trouvait dans mon antichambre. Elle avait jeté à la hâte un manteau sur sa blouse blanche marqué du matricule de l'hôpital. Je remarquai que la fourrure de son col était élimée. « C'est vous qui êtes de garde aux entrées aujourd'hui » lui demandai-je en bâillant. « Oui. Y a personne ?»« Non, pas un chat. »« Si. » Les bâillements qui m'écartelaient la bouche m'empêchaient d'articuler correctement. « On va mettre quelqu'un. Venez le chercher ici. Je me couche. »« Bien. Je peux partir ?»« Oui, oui. Merci.
Elle s'éloigna. La porte grinça, pantoufle aux pieds, je me dirigeai vers ma chambre d'un pas traînant, tout en déchirant maladroitement l'enveloppe. J'y trouvai un rectangle de papier froissé qui portait le tampon bleu de mon district. Oui, c'était bien le papier de mon ancien hôpital. Papier inoubliable. J'eus un petit rire. Voici qui est pour le moins curieux. Je passe la soirée à penser à mon district et le voici qui vient se rappeler à mon bon souvenir. Un pressentiment. Sous le cachet de l'hôpital, il y avait une ordonnance rédigée au crayon encre. Des mots latins griffonnés, raturés. Je n'y comprends rien. Elle n'a ni queue ni tête, cette ordonnance. Marmonnai-je entre mes dents, tandis que mon regard s'arrêtait sur le mot « morphini ». Qu'avait-il donc de si inhabituel? Ah oui, une solution à 4%. Pourquoi donc? Je retournai la feuille et cessai de bâiller. D'une grosse écriture négligente, quelqu'un avait tracé à l'encre ces mots. 11 février 1918. Chers confrères, je vous prie d'excuser ce bout de papier. Je n'ai rien d'autre sous la main. Je souffre d'une grave maladie, d'une mauvaise maladie. Ici, nul ne peut me secourir, et de toute façon, je ne veux d'autre aide que la vôtre. J'ai été affecté à votre ancien poste, il y a un peu plus d'un mois, et je sais que vous vous trouvez dans une petite ville relativement près d'ici. C'est au nom de l'amitié que nous nous portions pendant nos années d'étudiants que je vous demande de venir me voir aussi vite que possible. Ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce qu'une heure. Si vous me dites qu'il n'y a plus d'espoir, je vous croirai. Mais peut-être est-il encore temps. Peut-être n'est-il pas trop tard. Y aura-t-il encore une lueur d'espoir pour moi? Je vous demande de ne parler à personne de cette lettre. Maria! Descendez tout de suite aux entrées et envoyez-moi l'infirmière de garde, celle qui vient de m'apporter cette lettre. Comment s'appelle-t-elle déjà? J'ai oublié. Vite! J'y vais. Quelques instants plus tard, l'infirmière était là, et je voyais la neige fondue qui dégoulinait de son col en fourrure de chat. Qui vous a apporté cette lettre? Je ne connais pas son nom. C'est un barbu qui travaille à la coopérative. Il allait à la ville. C'est bon. Non, attendez. Je m'en vais écrire un mot pour le médecin-chef. Portez-le lui et rapportez-moi sa réponse. Bien. J'écrivis au médecin-chef cette lettre. 13 février 1918. Monsieur le médecin-chef, je viens de recevoir une lettre du docteur Poliakov, qui fut mon condisciple à la faculté, et qui m'a remplacé à Gorielovo, où il se trouve dans un isolement total. Il est malade, gravement semble-t-il. Si vous le permettez, je laisserai demain mon service au docteur Rodovitch, et je me rendrai à son chevet. Il me paraît se trouver dans une situation désespérée. Très respectueusement à vous, docteur Baumgard. Je reçus la réponse suivante. Mon cher Vladimir Mikhailovitch, vous pouvez partir. Petrov. Je passai la soirée à compulser l'indicateur des chemins de fer. Je pouvais me rendre à Gorielovo de la manière suivante. Le lendemain, à 2 heures de l'après-midi, je prendrai le train postal de Moscou. 30 verstes plus loin, je descendrai à la gare de N. De là, il me faudrait parcourir 22 verstes en traîneau pour rejoindre l'hôpital de Gorielovo. Avec de la chance, je serai à Gorielovo dans la nuit de demain, pensai-je en me couchant. Qu'est-ce qu'il a bien pu attraper? Le typhus? Une congestion pulmonaire? Non, ce n'est pas ça. Sinon, il aurait tout bonnement écrit « Je souffre d'une congestion pulmonaire ». Alors que cette lettre est incohérente, elle a un je ne sais quoi qui sonne faux. Une grave maladie. Une mauvaise maladie. Qu'est-ce que ça peut bien être? La syphilis? Oui, sans aucun doute. Il est terrorisé. Il cherche à cacher son état. Il a peur. Mais ce n'est pas tout ça. J'aimerais plutôt savoir où je vais pouvoir trouver des chevaux pour aller jusqu'à Gorielovo. Il ne manquerait plus que d'arriver au crépuscule et de rester là sans aucun moyen de transport. Mais non, voyons, il doit bien y avoir une solution. À la gare, je trouverai sûrement quelqu'un pour me louer des chevaux. Et si je lui expédiais un télégramme pour lui demander de m'en faire envoyer à la gare? Non, inutile. Le télégramme arriverait un jour après moi. Il ne va pas atteindre Gorielovo par la voie des airs. Il restera à la gare jusqu'à ce que quelqu'un puisse le porter à destination. Ce Gorielovo, je le connais, un vrai trou à rats. Le halo de lumière de la lampe éclairait un calendrier débordant de mégots, fidèle compagnon de mon insomnie. À ses côtés, sur la table de nuit, je voyais la lettre griffonnée sur le papier de l'hôpital.
Je me tournais et me retournais dans mes draps froissés, tandis qu'un sentiment de dépit envahissait mon âme. Cette lettre commençait à m'irriter. Qu'on juge plutôt, si l'affection dont il souffrait ne présentait aucun caractère aigu, s'il s'agissait d'une syphilis par exemple, pourquoi ne venait-il pas lui-même me trouver? Pourquoi était-ce à moi d'aller braver vents et tempêtes? Est-ce que j'allais le guérir d'un louès en une soirée? Ou d'un cancer de l'estomac? Foutaise! Il ne pouvait s'agir d'un cancer. Il avait 2 ans de moins que moi. Grave! Un sarcome peut-être? Non, cette lettre était absurde. C'était la lettre d'un hystérique. Une de ces lettres qui peuvent causer une migraine à leur destinataire. D'ailleurs, elle était là, la migraine, qui me pinçait l'artère de la tempe. Quand je me réveillerais, demain matin, elle me grimperait sur le côté de la tête, m'enserrerait la moitié du crâne dans un étau, et le soir, je devrais avaler du pyramidon et de la caféine. Vous m'imaginez prenant du pyramidon dans un traîneau? Il me faudrait emprunter à l'officier de santé la pelisse qu'il mettait pour faire ses tournées. Sinon, j'attraperais la mort avec mon manteau de drap. Tout de même, que pouvait-il bien avoir? Une lueur entre médecins. Dormir, dormir. Ne plus penser à tout cela. Demain, tout s'éclaircirait. Demain. Je tournai l'interrupteur et instantanément, les ténèbres dévorèrent ma chambre. Dormir. Et cette douleur sourde dans la veine. Mais tant que je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait, je n'avais pas le droit d'en vouloir à quelqu'un parce qu'il avait écrit une lettre inepte. Il souffrait à sa façon, et il avait ressenti le besoin d'écrire à quelqu'un. Comme il savait, comme il pouvait. Et ce n'était pas bien, migraine ou pas, énervement ou pas, de le traîner dans la boue même en pensée. Et peut-être cette lettre n'était-il ni si mensongère, ni si romanesque. Cela faisait 2 ans que je n'avais pas vu Sergueï Poliakov. Mais je me souvenais parfaitement de lui. Il avait toujours été parfaitement sensé. Donc, il avait dû lui arriver malheur. Et la douleur dans ma veine s'estompait déjà. Oui, le sommeil venait. C'était quoi exactement le mécanisme du sommeil? J'avais lu l'explication dans mon manuel de physiologie autrefois, mais elle ne m'avait jamais paru très claire. Je n'arrivais pas à comprendre ce que signifiait exactement le mot sommeil. Ce processus qui fait que les cellules du cerveau s'endorment. Non, je ne comprenais pas. Je vous le confie en secret. Et quelque chose me disait que celui qui avait rédigé ce manuel de physiologie n'était pas lui non plus très sûr de ce qu'il avançait. Toutes les théories se valaient. Et voilà Sergueï Poliakov, il portait une veste verte à boutons dorés et se penchait sur une table de zinc où gisait un cadavre. Oui, c'était bien le sommeil cette fois. 3. Oui? Oui, qui? Quoi? Il frappe à la porte? Les monstres? Où suis-je? Que suis-je? Ils peuvent se le permettre, parce que je suis de garde. Réveillez-vous, docteur Bangarde. J'entends Maria qui va ouvrir en traînant les pieds. Quelle heure est-il? 00:30. Il fait nuit. Je n'aurai donc dormi qu'1 heure. Et la migraine? Fidèle au poste. N'ayez crainte. On frappa doucement à la porte. Que se passe-t-il? J'entr'ouvris la porte de la salle à manger. Dans l'obscurité, je distinguais le visage blême de l'infirmière. Les yeux qui me fixaient semblaient élargis, hagards. « C'est qui ?»« Le docteur du district de Gorielovo, » répondit l'infirmière d'une voix rauque, bizarrement aiguë. « Il s'est tiré une balle. »« Poliakov? Ce n'est pas vrai. Poliakov? J'ignore son nom. Bon, j'arrive immédiatement. Vous, courez réveiller le médecin-chef. Il n'y a pas une minute à perdre. Dites-lui que je l'attends en consultation. » L'infirmière sortit précipitamment et la tache blême disparut de ma vue. 2 minutes plus tard, j'étais sur le perron où la tempête de neige faisait rage. Des flocons secs et piquants me giflaient les joues. Le vent gonflait les pans de mon manteau, transformant mon corps terrorisé en glaçon. Les fenêtres du service des admissions flambaient d'une lumière blanche et angoissante. Sur le perron, la tempête se déchaînait. Je me cognais au médecin-chef qui courait au même endroit que moi. « C'est le Poliakov que vous connaissez ?» demanda-t-il en s'éclaircissant la gorge. « Je n'y comprends rien. Il semble que oui. » Et déjà, nous pénétrions dans le bâtiment au pas de course. À notre entrée, une femme enveloppée d'un châle se leva de son banc.
Sous son fichu marron, elle me contemplait de ses yeux baignés de larmes que je connaissais bien. C'était Maria Vassievna, la sage-femme de Gorielovo, qui m'avait si fidèlement assisté durant les accouchements que j'avais faits là-bas. « C'est Poliakov » demandai-je. « Oui, » répondit Maria Vassievna. « C'est affreux, docteur. Si vous saviez, j'avais si peur de ne pas vous l'amener vivant. »« Quand est-ce arrivé » demandai-je. « Ce matin, à l'aube, » balbutia Maria Vassievna. « J'ai tout à coup vu arriver le gardien qui m'a dit « J'ai entendu un coup de feu dans l'appartement du docteur. » Le docteur Poliakov gisait sous la lampe qui déversait sur lui une lumière sinistre et angoissante. Je jetai un œil aux semelles de ses bottes de feutre, elles étaient inertes, comme pétrifiées, et une douleur familière me tordit le cœur. Sous la toque, les cheveux apparurent, collés, trempés de sueur. Mes mains, celles de l'infirmière, celles de Maria Vassievna, s'affairèrent au-dessus du blessé. Le manteau défait révéla un pansement de gaze blanche, souillé de taches jaune-rouge aux contours imprécis. La poitrine se soulevait faiblement. Je voulus lui tâter le pouls et sursautai. Il se dérobait sous mes doigts. Ce n'était plus qu'un mince filet impalpable parcouru de faibles saccades. Déjà, la main du chirurgien s'avançait vers l'épaule et pinçait la peau blême, afin de faire une injection de camphre. C'est alors que le blessé entr'ouvrit ses lèvres serrées et bleuies, découvrant une sorte de barre d'écume d'un rose sanguinolent et qu'il articula d'une voix faible et sèche. « Laissez tomber le camphre. C'est de la foutaise. »« Taisez-vous, » lui répondit le chirurgien, et il enfonça l'aiguille. Le produit jaune et huileux pénétra sous la peau. « Il semble que le péricarde soit touché, » souffla Maria Vassievna. Elle avait agrippé à deux mains l'extrémité de la table et regardait fixement les paupières immenses du blessé. Il avait fermé les yeux. Des ombres violacées, semblables à celles du couchant, fleurissaient aux ailes du nez. La sueur y perlait en fines gouttelettes qu'on eût pu prendre pour du mercure. « Revolver » demanda le chirurgien, et un tic nerveux déforma sa joue. « Browning » bégaya Maria Vassievna. « Hé » fit soudain le chirurgien d'une voix chargée de haine et de dépit. Il eut un mouvement d'impuissance et s'éloigna. Effrayé, incapable de comprendre, je me retournai pour le suivre des yeux et croisai le regard d'un médecin qui venait d'arriver. Soudain, la bouche de Poliakov se tordit comme celle d'un dormeur cherchant à se débarrasser d'une mouche importune. Ensuite, sa mâchoire inférieure se mit à bouger comme si elle avait avalé de travers. Ah, quand on a vu les vilaines blessures que font revolver et fusil, on le connaît ce geste. Le visage de Maria Vassievna se contracta douloureusement, elle poussa un soupir. « Le docteur Baumgard » fit Poliakov dans un murmure. « Je suis là » soufflai-je doucement, tout près de ses lèvres. « Le cahier est pour vous » fit Poliakov d'une voix rauque et faiblissante. Il ouvrit les yeux, regarda le plafond sinistre dont les bords se fondaient dans les ténèbres. Ses prunelles sombres paraissaient illuminées d'une lumière intérieure. Le blanc des yeux devenait transparence bleutée. Son regard se posa sur les hauteurs, puis se troubla et perdit sa fugitive beauté. Le docteur Poliakov était mort. Il fait nuit. L'aube est proche. La lampe brûle d'une vive clarté, car notre petite ville dort et il y a beaucoup d'électricité disponible. Tout est silencieux. Le corps de Poliakov repose dans la chapelle. La nuit. De mes yeux fatigués par la lecture, je fixe une enveloppe décachetée et une feuille de papier où l'on peut lire. Chers camarades, j'ai décidé de ne plus vous attendre, de ne pas me soigner, plus d'espoir. Je ne veux plus endurer ces souffrances. J'ai suffisamment essayé. Je préviens les autres. Qu'ils soient prudents avec les cristaux blancs solubles dans 25 volumes d'eau. J'ai trop cru en eux, et ils ont causé ma perte. Je vous fais don de mon journal. Vous m'avez toujours semblé réceptif aux témoignages humains. Si cela vous intéresse, lisez l'histoire de ma maladie. Adieu, votre Sergueï Poliakov. Suivait un post-scriptum en gros caractères. Qu'on n'accuse personne de ma mort. Sergueï Poliakov, médecin, le 13 février 1918. À côté de la lettre du suicidé, il y avait un cahier d'écolier avec une couverture noir brillant. Les pages du début avaient été arrachées. Les suivantes portaient de brèves notes. Au début, elles étaient rédigées d'une petite écriture nette au crayon ou à l'encre. Vers la fin, on avait utilisé un crayon encre ou un crayon rouge à grosse mine. L'écriture était négligée, sautillante. Il y avait de nombreuses abréviations. 4. 1917, 20 janvier. Et j'en suis très content.
Tant mieux. Plus c'est perdu, et mieux c'est. Je ne peux supporter de voir des gens. Et ici, je ne verrai personne, excepté les paysans et les malades. Mais ce ne sont pas eux qui risquent de rouvrir mes blessures. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été affectés à des postes de campagne, et qui me valaient bien. En fait, toute ma promotion. Bataillon de réserve, classe 1916. Du reste, cela n'intéresse personne. À part Ivanov et Baumgard, j'ignore ce que sont devenus mes amis. Ivanov a choisi le gouvernement d'Arangelsk. Affaire de goût. Quant à Baumgard, l'aide-soignante m'a dit qu'il se trouvait à Gorielovo, un trou perdu dans le genre du mien, à 3 cantons d'ici. J'ai songé à lui écrire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne veux voir ni parler à personne. 21 janvier. Tempête de neige, rien à signaler. 25 janvier. Comme le ciel est clair quand le soleil se couche. La migrénine est un mélange d'antipyrina, coféina et d'acide citrique. En poudre à 1. 0, 0, 1. Est-ce possible? Oui. 3 février. Aujourd'hui, j'ai reçu les journaux de la semaine passée. Je ne les ai pas lus, mais j'ai tout de même jeté un coup d'œil à la rubrique des théâtres. La semaine dernière, on donnait Aïda. Elle est donc montée sur son promontoire pour chanter. Viens mon amour, enivre mon âme de bonheur. Elle a une voix extraordinaire. N'est-il pas étrange qu'une voix d'une telle force, d'une telle pureté, ait été donnée à une âme vile et misérable? Ici, les notes s'interrompent. 2 ou 3 pages ont été arrachées. Certes, c'est indigne, docteur Poliakov, stupide de surcroît. C'est bon pour un potache d'aller couvrir une femme de mots orduriers parce qu'elle l'a quittée. Elle en avait assez, elle est partie. Point. Tout est extrêmement simple en vérité. Une chanteuse d'opéra a une liaison avec un jeune médecin, passe une petite année avec lui et le quitte. La tuer? Oui. Ah, comme tout cela est stupide et dépourvu de sens. C'est sans espoir. Ne pas penser, ne pas penser. 11 février. Les tempêtes de neige encore et toujours. Je vais finir par me retrouver enseveli sous les neiges. Je passe des soirées entières seul, tout seul. J'allume ma lampe et j'attends que la soirée s'achève. Dans la journée encore, je vois du monde, mais je travaille machinalement. Je me suis habitué au travail. Il n'est pas aussi terrible que je le craignais au début. Ma connaissance des hôpitaux militaires m'a du reste beaucoup aidé. Je n'étais quand même pas tout à fait ignorant quand je suis arrivé. Aujourd'hui, j'ai fait ma première opération d'une présentation transversale. Nous sommes donc 3 ici à être enterrés sous les neiges. Moi, Anna Kirilovna, officier de santé qui est aussi sage-femme, et l'autre officier de santé. Il est marié. Ils habitent le pavillon réservé au personnel. Moi, je suis seul. 15 février. La nuit d'hier, il est arrivé quelque chose d'intéressant. Je m'apprêtais à me coucher quand j'ai été pris de douleur dans la région de l'estomac. Et quelle douleur! Mon front était couvert d'une sueur froide. Tout de même, notre médecine est une science bien approximative. Permettez-moi de vous le dire. Comment expliquer qu'un homme qui ne souffre pas de la moindre affection de l'estomac ou de l'intestin, appendicite par exemple, dont le foie et les reins sont en parfait état, dont l'intestin fonctionne on ne peut plus normalement, soit saisi au milieu de la nuit de douleurs qui le font littéralement se tordre dans son lit? J'ai gagné la cuisine en gémissant. La cuisinière et son mari Vlas y dorment. J'ai envoyé Vlas chercher Anna Kirilovna. Elle a dû me faire une injection de morphine. Elle dit que j'étais vraiment ouvert. Je me demande ce que j'ai eu. Notre officier de santé ne me plaît pas. C'est un ours. Par contre, Anna Kirilovna est extrêmement agréable et évoluée. Je n'arrive pas à comprendre comment une femme qui est encore jeune peut vivre dans un isolement pareil, enterrée vive sous les neiges. Son mari est prisonnier en Allemagne. Je ne peux que glorifier celui qui a eu le premier l'idée d'extraire la morphine des têtes de pavot. C'est un véritable bienfaiteur de l'humanité. Les douleurs ont cessé 7 minutes après la piqûre, montre en main. Chose curieuse, elles se succédaient à un rythme accéléré, sans me laisser aucun répit. Je suffoquais comme si on m'avait fouillé les entrailles avec un fer chauffé à blanc. Or, 4 minutes après la piqûre, je pouvais déjà distinguer les vagues de douleur. Il serait bon que les médecins testent de nombreux médicaments sur leur propre personne. Ils comprendraient bien mieux leurs effets. Après la piqûre, j'ai pour la première fois depuis des mois dormi d'un sommeil profond et paisible, sans penser à celle qui m'a trahi. Février. Aujourd'hui, Anna Kirilovna m'a demandé pendant la visite comment je me sentais,
et elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle me voyait détendu. Pourquoi? J'ai l'air tendu, moi? Très, a-t-elle répondu convaincue, et elle a ajouté qu'elle était frappée de mon mutisme permanent. C'est ma nature. C'est faux. J'étais plein de joie de vivre avant le drame qui m'a frappé. Le crépuscule vient tôt. Je suis seul dans mon appartement. Le soir, la douleur est revenue, mais moins forte. C'était comme l'ombre de celle de la veille. Cette fois, elle avait élu domicile quelque part du côté de la cage thoracique. Craignant de voir revenir l'accès de la nuit précédente, je me suis moi-même fait une injection d'1 centigramme dans la cuisse. La douleur a aussitôt disparu. Heureusement qu'Anna Kirilovna avait laissé le flacon. Le 18. 4 piqûres, ce n'est rien. 25 février. Elle m'amuse, cette Anna Kirilovna, comme si je n'étais pas médecin. 1 seringue et demie de morphe. Oui. 1er mars. Docteur Poliakov, faites attention. Sottise. Crépuscule. Voici déjà 15 jours que je n'ai pas repensé une seule fois à la femme qui m'a trahi. Je ne suis plus obsédé par cet air d'Amnéris qu'elle chantait, et j'en suis très fier. Je suis un vrai homme. Anna K. est devenue secrètement ma femme. Il ne pouvait en être autrement. Nous sommes prisonniers sur une île déserte. La neige a changé de couleur. Elle semble plus grise. La période des grands froids est passée, mais de temps en temps, il y a des tourmentes de neige. Première minute. C'est comme si quelque chose vous effleurait le cou, puis cela devient chaud et s'élargit. À la 2e minute, une vague de froid vous traverse le creux de l'estomac, et les pensées prennent une clarté inhabituelle. Les facultés de travail semblent soudain décuplées, et les sensations déplaisantes disparaissent toutes sans exception. L'homme atteint l'apogée de sa force spirituelle. Et si je n'étais pas gâté par mes études médicales, j'irais jusqu'à dire qu'il est possible de travailler normalement qu'après une piqûre de morphine. Jugez-en vous-même. À quoi est-il bon l'homme qu'une petite névralgie de rien du tout peut transformer en loque? Anna K. a peur. Je l'ai rassurée en lui disant que tout enfant déjà, je me distinguais par une force de volonté exceptionnelle. 2 mars. On parle d'événements grandioses. Nicolas II aurait été renversé. Je me couche très tôt, vers 9 heures, et je dors d'un sommeil profond et réparateur. Mars. Là-bas, c'est la révolution. Les jours sont plus longs et le crépuscule a pris une teinte légèrement bleutée. Je n'avais jamais fait ce genre de rêve à l'aube. Ce sont des rêves doubles. Le rêve principal est, pour ainsi dire, en vert, transparent. Je vois une lampe violemment éclairée d'où jaillit un ruban de feu de diverses couleurs. Amnéris chante en balançant doucement son éventail vert. L'orchestre n'a rien de terrestre, une telle perfection est inconcevable. D'ailleurs, les mots sont impuissants à décrire cela. Comment dire? Dans un rêve normal, la musique est muette. Normal, il faudrait savoir quel rêve est plus normal que l'autre. Mais je plaisante. Muette donc. Tandis que moi, je l'entends et elle est vraiment céleste. Et surtout, je peux en augmenter ou en réduire l'intensité à mon gré. Je me souviens que dans Guerre et paix, Petya Rostov, dans un demi-sommeil, ressent quelque chose de semblable. Lev Tolstoï est vraiment un écrivain remarquable. Je parlais de transparence. Au travers des couleurs chatoyantes d'Aïda, transparaît de façon parfaitement tangible l'extrémité de ma table de travail. Par la porte ouverte de mon bureau, j'aperçois ma lampe et le parquet luisant. Derrière le flot de musique que déverse l'orchestre de théâtre Bolchoï, je perçois tout à fait distinctement le bruit de pas qui martèlent agréablement le sol comme des castagnettes muettes. Cela veut dire qu'il est 8 heures et qu'Anna K. vient m'éveiller pour me dire ce qui se passe aux entrées. Elle ignore que je ne dors pas, que j'entends tout et que je peux lui parler. Hier, j'ai fait l'expérience suivante. Anna. Sergueï Vassilievitch. Moi. J'écoute doucement la musique, plus fort. Majestueux accord. Ré dièse. Anna. Il y a 20 personnes d'inscrites à la consultation. Amnéris, elle chante. Du reste, il est impossible d'exprimer cela par des mots. Ces rêves sont-ils dangereux? Non. Je me lève plein de vigueur et d'allant. Et je travaille bien. Le travail s'est même mis à m'intéresser, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le contraire serait d'ailleurs étonnant. Toutes mes pensées étaient tournées vers mon ex-femme, alors qu'à présent, suis tranquille. Oui, je suis tranquille. 19 mars. Cette nuit, je me suis disputé avec Anna K.
À partir de maintenant, je ne vous préparerai plus votre solution. J'ai essayé de la raisonner. Ne dis pas de sottises, Anna chérie. Je ne suis plus un enfant tout de même. Non, vous vous tuerez. Comme vous voulez, j'ai des douleurs dans la poitrine, comprenez-vous? Soignez-vous. Et où? Prenez un congé. La morphine n'est pas un médicament. Elle est restée un instant songeuse, puis a dit « Je ne me pardonnerai jamais de vous avoir préparé ce deuxième flacon. » Je suis un morphinomane peut-être. Oui, vous êtes en train de le devenir. Donc, vous refusez. Oui. Je me suis alors soudain découvert un trait déplaisant. Me sentant en tort, j'étais capable de devenir méchant et d'injurier les gens. Pour le moment, nous n'en étions pas encore là. Je me rendis dans ma chambre. Il restait une quantité infime de produit au fond du flacon. Je voulus remplir ma seringue, elle était pleine au quart. Furieux, je la jetai à terre, manquant de la briser. Un frisson me parcourut. Je la ramassai précautionneusement, l'examinai. Elle ne portait pas la moindre trace de fêlure. Je restai là une vingtaine de minutes environ. Quand je sortis, Anna avait disparu. Elle était partie. Imaginez que, n'y pouvant tenir, je me rendis chez elle. Je frappai à la fenêtre éclairée du pavillon. Elle sortit sur le perron, emmitouflée dans son châle. La nuit était d'un calme indicible, la neige friable. Tout là-haut, dans le ciel, flottait un air de printemps. « Anna Kirillovna, je vous prie de me donner les clés de la pharmacie. » Elle souffla. « Non. »« Camarade, je vous prie de me donner les clés. C'est le médecin qui vous parle. » Dans la pénombre, je vis son visage changer. Elle était soudain très pâle, les yeux s'étaient enfoncés, assombris. On les eût dit tournés vers l'intérieur. Et elle me répondit d'une voix qui fit lever un élan de pitié dans mon âme. Mais la rage fondit de nouveau sur moi. Elle. « Pourquoi? Mais pourquoi me parlez-vous ainsi? Ah, Sergueï Vassilievitch, vous me faites pitié, savez-vous ?» Elle écarta alors son châle, et je vis qu'elle tenait les clés. Elle les avait donc prises quand elle était venue m'ouvrir. Moi, grossier. « Les clés !» Et je les lui arrachai. Manquant glisser sur les planches pourries et disjointes du trottoir en bois, je gagnai le pavillon central, tache blanche dans la nuit. La fureur bouillonnait dans mon âme. Pour commencer, je n'avais pas la moindre idée de la façon dont on s'y prend pour préparer une solution de morphine lorsqu'on veut faire une injection sous-cutanée. Je suis médecin, moi, pas officier de santé. Je continuai mon chemin, tremblant de tous mes membres. Et soudain, je l'entendis qui me suivait comme un chien fidèle. Une vague de tendresse faillit m'envahir, mais je l'étouffai. Je me retournai et lui dis avec un rire mauvais. « Vous allez me la préparer, cette piqûre, oui ou non ?» Elle eut un geste las de la main, comme un condamné à mort pour qui rien n'a plus d'importance, et répondit doucement. « Si vous voulez. » 1 heure plus tard, j'étais revenu à mon état normal. Bien entendu, je m'empressai de m'excuser pour mon absurde grossièreté. J'ignore comment pareille chose a pu m'arriver. Autrefois, j'étais poli. Elle eut une réaction étrange. Elle se jeta à mes genoux, pressa son visage contre mes mains et dit « Je ne suis pas en colère contre vous. Non, mais maintenant, je sais que vous êtes perdu. Je le sais. Et je me maudis de vous avoir fait cette piqûre. » Je la calmai comme je pus, lui assurai qu'elle n'y était strictement pour rien, que je répondais moi-même de mes actes. Je lui promis que dès le lendemain, j'allais commencer à me désintoxiquer sérieusement, en diminuant les doses. « Vous venez de vous injecter combien ?»« Voyons, ne vous mettez pas en peine. » À dire vrai, je comprends ses craintes. Le morphium hydrochloricum est réellement quelque chose de redoutable. L'accoutumance vient très vite. Mais une petite accoutumance, ce n'est pas de la morphinomanie. N'est-il pas vrai? À la vérité, cette femme est le seul être humain digne de ce nom qu'il y ait dans ma vie. Il faut vraiment qu'elle devienne mon épouse. L'autre, je l'ai oublié. Et de cela, je remercie malgré tout la morphine. 8 avril 1917. C'est un supplice. 9 avril. Horrible printemps. Le diable en bouteille. La cocaïne, c'est le diable en bouteille. Au moment de l'injection, on ressent presque instantanément une sensation de calme qui se transforme sur l'heure en exaltation et en béatitude. Cela dure 1 minute seulement, 2 tout au plus. Ensuite, tout disparaît irrémédiablement, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et c'est la souffrance, l'horreur, les ténèbres. Le printemps gronde. Sur les arbres dénudés, de sombres oiseaux sautent de branche en branche.
Au loin, la noire forêt dresse vers le ciel la ligne brisée de ses cimes raidies. Tout là-bas, le premier coucher de soleil printanier embrasse presque la moitié du ciel. J'arpente sans relâche le grand salon vide et solitaire de mon appartement de docteur. Inlassablement, je parcours la diagonale qui va de la porte à la fenêtre. Combien de promenades de ce genre suis-je capable de faire? 15 ou 20, pas plus. Je dois ensuite prendre la direction opposée pour me rendre dans ma chambre. Sur la gaze, seringues et flacons m'attendent. Je m'en saisis, badigeonne soigneusement Dieu de ma cuisse, où l'on ne compte plus les traces de piqûres. J'enfonce l'aiguille. Pas la moindre douleur. Non, au contraire. Je savoure d'avance l'euphorie qui va survenir. Elle est là. Je la reconnais au son de l'accordéon du gardien Vlas, tout heureux de l'arrivée du printemps. Il joue sur le perron. D'ordinaire, les sons qui me parviennent assourdis au travers des vitres sont rauques et discordants. Or, on croirait entendre chanter les anges. La grossière basse qui sort du soufflet résonne comme un chœur céleste. Mais un instant plus tard, dans mon sang, la cocaïne, en vertu d'une loi mystérieuse que ne décrit aucun ouvrage de pharmacologie, se métamorphose en quelque chose de nouveau. Je sais que c'est le diable qui se mêle à mon sang. Sur le perron, Vlas se fane, et je me prends à le haïr, tandis que le couchant exhale des grincements d'angoisse et me brûle aux entrailles. La chose se répète plusieurs fois de suite au cours de la soirée, jusqu'au moment où je comprends que je suis empoisonné. Mon cœur se met à taper si fort que je l'entends dans mes mains, à mes tempes. Ensuite, il sombre dans l'abîme. Par instants, je me prends à penser que le docteur Poliakov ne reviendra plus jamais à la vie. 13 avril. Moi, l'infortuné docteur Poliakov, devenu morphinomane, en février de cette année, je préviens tous ceux qui connaîtront mon destin de ne pas essayer de remplacer la morphine par la cocaïne. La cocaïne est un affreux et très perfide poison. Hier, Anna a eu toutes les peines du monde à me ranimer au camphre. Aujourd'hui, je suis presque un cadavre. 6 mai 1917. Voici pas mal de temps que je n'ai pas tenu mon journal. Dommage. En fait, ce n'est pas un journal, c'est l'histoire d'une maladie, et je nourris probablement un intérêt professionnel pour le seul ami que j'ai au monde, si l'on excepte Anna, ma triste compagne, si souvent en pleurs. Revenons donc à notre sujet. Je m'injecte de la morphine 2 fois par 24 heures, à 5 heures de l'après-midi et à minuit, avant de m'endormir. J'utilise une solution à 3%, 2 seringues, ce qui fait 0,06 grammes par prise. Ce n'est pas rien. Je me rends compte maintenant que mes dernières notes étaient quelque peu hystériques. Il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Ma puissance de travail n'est pas le moins du monde affectée. Au contraire, je vis toute la journée sur l'injection de la veille. Je me tire magnifiquement bien des opérations, je ne commets pas la moindre erreur dans les ordonnances, et je peux donner ma parole d'honneur de médecin qu'aucun de mes patients n'a eu à pâtir de ma morphinomanie. J'ose espérer que cela continuera. Non, c'est autre chose qui me torture. Je suis obsédé par l'idée qu'un jour, fatalement, on découvrira mon vice. Tenez, pendant la visite, je sens constamment dans mon dos le regard pesant et inquisiteur de l'officier de santé qui m'assiste. Sottise! Il ne se doute de rien. Il n'y a pas d'indice. Mes pupilles ne peuvent me trahir que le soir, au moment où je ne risque pas de le rencontrer. Je me suis rendu au bourg afin de refaire provision de morphine, car nous n'en avions pratiquement plus. Pénibles instants que j'ai vécus là. Le magasinier a regardé ma commande, j'avais eu soin de demander en même temps un tas de médicaments anodins, par exemple de la caféine que nous avons en abondance, et il a dit « 40 grammes de morphine ?» Je me suis surpris à baisser les yeux et à rougir comme un écolier pris en faute. Lui « Nous n'avons pas de telle quantité en stock, je vais vous en donner 10 grammes. » C'était la vérité, mais j'ai eu l'impression qu'il avait percé mon secret, que ses yeux inquisiteurs vrillaient mon âme. Maintenant, l'angoisse me torture. Les pupilles seules sont dangereuses. Aussi me suis-je fixé comme règle de conduite de ne rencontrer personne le soir. En ce sens, on ne saurait imaginer lieu plus commode que mon district. Voici plus d'1 an que je ne vois que des malades qui, eux, se soucient de moi comme d'une guigne. 18 mai. Nuit étouffante. Un orage se prépare. Son ventre noir enfle et grossit au loin derrière la forêt. Un éclair blême et angoissant zèbre le ciel. Il commence à pleuvoir. Je tiens un livre qui parle des effets du sevrage chez les morphinomanes. Énervement, état d'angoisse et de mélancolie,
irritabilité, trous de mémoire s'accompagnant parfois d'hallucinations et d'une légère confusion mentale. Je n'en ai pas eu d'hallucinations. Quant au reste, qu'ils sont ternes et convenus ces mots. Rien, ils ne disent rien. État mélancolique. Maintenant que je suis atteint de cette terrible maladie, je lance un avertissement aux médecins. De grâce, montrez-vous plus charitable envers vos patients. Ce n'est pas la mélancolie, c'est une mort lente qui s'empare du morphinomane dès qu'on le prive de sa drogue pour 1 heure ou 2. L'air perd sa consistance et devient irrespirable. Il n'y a pas une seule cellule du corps qui ne soit assoiffée. De quoi? On ne saurait ni l'expliquer, ni le définir. L'être humain cesse d'exister. Voilà, il est hors circuit. C'est un cadavre qui se meut, qui souffre, qui a mal, et il ne veut rien. Il ne pense à rien, qu'à la morphine. La morphine. Mourir de soif est une mort paradisiaque, une mort bienheureuse en comparaison de ce qu'éprouve le misérable assoiffé de morphine. C'est ainsi, sans doute, qu'un enterré vivant tente, dans son tombeau, d'aspirer les dernières gouttes d'air tout en arrachant la peau de sa poitrine. C'est ainsi que sur son bûcher, l'hérétique se débat et gémit lorsque les premières langues de feu viennent lécher ses pieds. La mort sèche, la mort lente. Voici ce qu'ils signifient ces mots savants, d'état mélancolique. Je n'en pouvais plus. Alors, j'ai pris ma seringue et je me suis fait une piqûre. Un soupir. Encore un soupir. Ça va mieux. Le revoilà ce petit froid mentholé au creux de l'estomac. 3 seringues à 3%. Cela me suffira jusqu'à minuit. Sottise! Cette note était stupide. Ce n'est pas si terrible. Tôt ou tard, j'arrêterai. Et maintenant, dormir. Dormir. À lutter sottement contre la morphine, je ne fais que me torturer et m'affaiblir. À cet endroit du cahier, il manque quelques 20 pages. Obre, corps des vomissements à 4h30. Quand j'irai mieux, je noterai ces impressions horribles. 14 novembre 1917. Ainsi me voici rentré. Après avoir fui la clinique du docteur, le nom est soigneusement raturé, de Moscou, un rideau de pluie me cache le monde. Et c'est très bien comme ça. Nul n'a besoin de moi, et je n'ai besoin de rien, ni de personne. J'étais encore en clinique au moment de la fusillade et du coup d'État, mais avant même le début des combats de rue, l'idée d'abandonner la cure avait déjà traîtreusement mûri en moi. Je remercie la morphine d'avoir fait de moi un homme courageux. Je ne crains aucune mitraille. Et d'ailleurs, de quoi pourrait-il bien avoir peur, l'homme qui ne songe à rien d'autre qu'aux merveilleux et divins cristaux? Quand l'infirmière, complètement terrorisée par le roulement du canon, ici, une feuille a été arrachée. Racher cette feuille pour que personne ne lise comment un diplômé s'est lâchement, honteusement enfui après avoir dérobé son propre costume comme un vulgaire voleur. S'il ne s'agissait que d'un costume. J'ai emporté ma chemise d'hôpital, j'avais la tête ailleurs. Le lendemain, après la piqûre, j'ai repris mes esprits et suis revenu trouver le docteur N. Il m'a reçu avec une pitié mêlée de mépris. Il a tort. Puisqu'il est psychiatre, il doit bien comprendre que je ne suis pas toujours maître de moi. Je suis un malade. Pourquoi donc me mépriser? J'ai restitué la chemise. Il m'a dit « Merci ». Il a ajouté « Et à présent, que comptez-vous faire ?» J'ai répondu sans me troubler. Je me trouvais dans la phase d'euphorie. J'ai décidé de rentrer dans mon trou, d'autant que mon congé est terminé. Je vous suis très reconnaissant de vos soins, et je me sens beaucoup mieux. Je continuerai à me soigner chez moi. Il m'a répondu « Vous n'allez pas mieux du tout, et je trouve assez curieux que vous veniez me dire ça à moi. Il suffit de jeter un coup d'œil à vos prunelles. Vous croyez parler à qui? Voyez-vous, professeur, je ne peux pas me déshabituer d'un seul coup, surtout en ce moment, avec ces événements. La fusillade m'a rendu comme fou. C'est fini, nous avons un nouveau gouvernement. Reprenez votre cure. » En cet instant, tout m'est revenu en mémoire. Les couloirs froids, les murs nus peints à l'huile, et moi, rampant comme un chien qui s'est cassé la patte. J'attends quelque chose. Quoi? Un bain chaud? Une petite piqûre à 0,05? Une dose dont on ne meurt pas, certes, seulement. Et tout ce désespoir, ce fardeau qui continue de m'oppresser, les nuits vides, la chemise que j'ai mise en pièces le jour où je suppliais qu'on me laisse partir. Et il faudrait revivre tout cela? Non, non,
On a bien su inventer la morphine. On a trouvé comment l'extraire des têtes sèches et craquantes de la divine plante, qu'on trouve donc un moyen de soigner les gens sans les faire souffrir. J'ai fait un non obstiné de la tête. Il a esquissé le geste de se lever et j'ai bondi vers la porte, terrorisé. Il m'avait semblé qu'il voulait m'enfermer à double tour et me retenir de force dans son établissement. Le professeur était cramoisi. « Je ne suis pas un gardien de prison !» m'a-t-il dit, au comble de l'irritation. « Et vous n'êtes pas Boutirki. Restez tranquille. Vous vous êtes vanté, il y a 15 jours, d'être parfaitement normal. Et voilà que... » Il a eu un mouvement éloquent pour parodier mon geste de terreur. « Je ne vous retiens pas, mon cher. »« Professeur, rendez-moi ma déclaration signée, je vous en supplie. » Et une note pitoyable trembla dans ma voix. « Je vous en prie. » Il ouvrit un tiroir fermé à clé et me rendit ma déclaration. Je m'y engageai à suivre dans sa totalité une cure de 2 mois. On pouvait me retenir de force à la clinique, bref, le formulaire habituel. D'une main tremblante, je pris le papier et le mis dans ma poche en balbutiant. « Je vous remercie. » Sur ce, je me levai, me dirigeai vers la sortie. Soudain, sa voix m'interpella. « Docteur Poliakov !» Je me retournai, la main sur la poignée de la porte. « Savez-vous, me dit-il, que vous seriez bien inspiré de changer d'avis ? Comprenez-moi. De toute façon, vous vous retrouverez dans une clinique psychiatrique, disons un peu plus tard. Mais vous irez alors beaucoup plus mal. Je vous ai traité comme un confrère. La prochaine fois, vous nous reviendrez dans un état de délabrement psychique total. Vous savez, mon cher, en fait, vous ne devriez pas exercer, et il est peut-être criminel de ne pas prévenir vos supérieurs. » Je frissonnai et sentis le sang se retirer de mon visage. Et pourtant, je n'ai guère de couleur en temps normal. « Professeur, fis-je d'une voix sourde, je vous en supplie, ne dites rien à personne. On me destituerait de mon poste. On me perdrait dans l'esprit des malades. Pourquoi voulez-vous me faire cela ? » « Allez, cria-t-il d'un ton dépité. Allez, je ne dirai rien. De toute façon, vous reviendrez. Je partis. Durant tout le voyage, douleur et honte m'assaillirent. Pourquoi ? C'est très simple. Ah, mon fidèle journal, mon ami, toi, tu ne me trahiras pas, n'est-ce pas ? Le costume, c'était un détail. À vrai dire, j'avais volé de la morphine à la clinique, 3 paquets de cristaux et 10 grammes de solution à 1%. Il y a autre chose. La clé de l'armoire était dans la serrure. Mais si elle n'y avait pas été, aurais-je fracturé le meuble, oui ou non ? Hein ? En toute conscience ? La réponse est oui. Ainsi le docteur Poliakov est un voleur. J'arracherai cette page en temps voulu. Pour ce qui est de l'exercice de la médecine, il a exagéré. Oui, je suis un dégénéré, c'est parfaitement exact. La désagrégation de ma conscience morale a commencé, mais je suis capable de travailler, et il est exclu que je cause le moindre mal à mes patients. Oui, pourquoi ai-je volé ? C'est très simple. J'ai pensé qu'avec les combats et les désordres qui suivraient le coup d'État, il me serait impossible de me procurer de la morphine. Mais quand les choses se sont calmées, je me suis procuré 15 grammes de solution à 1% dans une pharmacie de la périphérie. Pour moi, c'est inutile et fastidieux. Je devrais m'injecter 9 seringues. Et j'ai encore pu m'humilier. Le pharmacien a exigé le cachet de l'hôpital et m'a regardé d'un air sombre et soupçonneux. Par contre, le lendemain, j'étais redevenu normal. Et on m'en a donné 20 grammes en cristaux sans le moindre problème, dans une autre pharmacie. J'avais rédigé une ordonnance pour l'hôpital, sans oublier d'ajouter au passage caféine et aspirine. Je finis d'ailleurs par me demander pourquoi je dois trembler et me cacher. C'est vrai tout de même. On pourrait croire qu'il est écrit sur mon front « morphinomane ». En quoi est-ce que ça regarde les gens ? Dites-moi un peu. Ma déchéance est-elle avancée ? Ces notes témoignent en ma faveur. Certes, elles sont décousues, mais je ne suis pas écrivain. Contiennent-elles des idées délirantes ? Il me semble que je raisonne d'une façon parfaitement saine. Le morphinomane a au moins un bonheur dont on ne saurait le priver. Il est capable de passer sa vie dans un isolement total. Or, qui dit isolement, dit pensée importante, élevée, contemplation, quiétude, sagesse. La nuit s'écoule, noire et silencieuse. Là-bas, la forêt dénudée, derrière la petite rivière, le froid, l'automne. Loin, très loin, il y a Moscou. Moscou l'échevelée, Moscou la furieuse. Mais je ne me sens concerné par rien, je n'ai besoin de rien, je n'ai envie d'aller nulle part. Brûle, flamme de ma lampe, brûle doucement. Je veux me reposer après mes aventures de Moscou, je veux les oublier. Je les ai oubliées.
18 novembre. Gelée blanche. Désirant faire un tour, je ne prends presque jamais l'air. Je me suis engagé sur le sentier qui mène à la rivière. Peut-être que ma personnalité se désagrège, mais je fais tout de même des tentatives pour limiter ma consommation. Ainsi, ce matin, je ne me suis pas piqué. En ce moment, je m'injecte 3 fois par jour 3 seringues de solution à 4%. C'est ennuyeux. Anna me fait pitié. Chaque fois que j'augmente ma dose, elle est au désespoir. Oui, elle me fait pitié. Quelle femme! Oui, je disais donc. Voilà, je me suis senti mal, mais j'ai préféré supporter mes malaises. Le professeur N aurait dû être là pour me voir, et aller me promener vers la rivière afin de retarder le moment de la piqûre. Quel désert! Pas le moindre bruit. Le crépuscule n'est pas encore venu, mais je le sens tout proche qui rampe sur les marais. Les mottes de terre, les souches. Il s'approche de l'hôpital de Levkovo. Moi aussi je rampe, appuyé sur ma canne. À dire vrai, je me suis un peu affaibli ces derniers temps. Et voici que j'aperçois soudain une petite vieille aux cheveux jaunes. Elle vole dans ma direction sur le chemin pentu de la rivière. Ses pieds sont immobiles sous sa large jupe bariolée. Dans un premier temps, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Pourquoi avoir peur? C'était une vieille comme une autre. Il m'a simplement semblé bizarre de voir une femme âgée braver le froid, tête nue, vêtue seulement d'un corsage. Ce n'est qu'ensuite que je me suis demandé d'où elle venait et qui elle était. Quand les derniers traîneaux des paysans s'égayent, la visite terminée, il n'y a personne à Levkovo, à 10 verstes à la ronde. Personne. Une sueur froide m'a soudain inondé le dos. J'avais enfin compris. La vieille ne courait pas, elle volait, sans toucher terre. Comprenez-vous? Elle tenait une fourche, et c'est cette fourche qui m'arracha un hurlement. Comment expliquer ma frayeur? Allez savoir. Je m'effondrai à genoux, me protégeant le visage de mes bras levés vers le ciel. Ne pas la voir. Lui tournant le dos, je me hâtais de regagner la maison en boitillant. Là était le salut. Je ne souhaitais qu'une chose, éviter la crise cardiaque, regagner mon appartement chaud, voir mon Anna bien vivante et de la morphine. Je suis de retour. Sottise! Une hallucination insignifiante, une hallucination fortuite. 19 novembre. Vomissement, c'est mauvais. La nuit du 21. J'ai eu une conversation avec Anna. Anna. L'officier de santé est au courant. Moi. Pas possible. C'est égal, aucune importance. Anna. Si tu ne vas pas à la ville, je me pendrai. Tu entends? Regarde tes mains, je t'en prie. Moi. Elle tremble légèrement, ce qui ne m'empêche pas le moins du monde de travailler. Anna. Mais te rends-tu compte? Elles sont transparentes, la peau et les os. Regarde ton visage. Écoute, Seriodja, il faut que tu partes. Pars, je t'en conjure. Moi. Et toi? Anna. Pars, pars, tu es en train de te détruire. Moi. Je crois que tu exagères un peu. Tu sais, je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi je me suis affaibli aussi vite. Il y a moins d'1 an que je suis malade. Cela doit tenir à ma constitution. Anna, triste. Si je savais comment te rendre l'envie de vivre. Peut-être que ton Amnéris, ta femme... Moi. Oh, que non. Tu peux être tranquille. Je suis reconnaissant à la morphine de m'en avoir débarrassé et d'avoir pris sa place. Anna. Ah, Seigneur, que faire? Je pensais que les Anna n'existaient que dans les romans. Et si un jour je guéris, je lierai à tout jamais mon sort au sien. Qu'elle reste en Allemagne l'autre. 27 décembre. Voici longtemps que je n'avais pas touché à ce cahier. Je suis emmitouflé, les chevaux attendent. Bongard a quitté le district de Gorielovo et m'y voici nommé. Une femme médecin me remplace. Anna reste ici. Elle viendra me voir. 30 verstes ne l'arrêteront pas. Nous avons pris la ferme décision que le 1er janvier, je demanderai un congé de maladie d'1 mois et que j'irai à Moscou chez le professeur. Je signerai un nouvel engagement et passerai 1 mois dans sa clinique à souffrir des tourments inhumains. Adieu Levkovo. Anna, au revoir. Année 1918. Janvier. Je ne suis pas parti. Je ne peux me séparer de mon petit dieu de cristal soluble. Je mourrai au cours du traitement. Et de plus en plus souvent,
Je me prends à penser que ce n'est pas la peine de me soigner. 15 janvier. Vomissement ce matin. 3 seringues de solution à 4% à la tombée du jour. 3 seringues de solution à 4% cette nuit. 16 janvier. Aujourd'hui, j'opère, donc abstinence prolongée de minuit jusqu'à 6 heures du soir le jour suivant. Au crépuscule, c'est le moment le plus horrible. J'entendais déjà distinctement dans mon appartement une voix monotone et menaçante qui répétait « Sergueï Vassilievitch, Sergueï Vassilievitch !» Après l'injection, tout a disparu instantanément. 17 janvier. Tempête de neige. Pas de visite. Pendant mon abstinence, j'ai lu un manuel de psychiatrie qui m'a fait une impression horrible. Je suis perdu. Il n'y a pas d'espoir. Lorsque je ne prends pas de morphine, je redoute les bruits les plus ténus. Les êtres humains me sont haïssables. Ils me font peur. En période d'euphorie, j'aime tout le monde, mais je préfère être seul. Ici, je dois faire attention. Il y a un officier de santé et 2 sages-femmes. Maintenant que j'ai de l'expérience, je ne me trahirai pas. Tant que j'aurai une provision de morphine à ma disposition, personne ne saura rien. Je prépare ma solution moi-même, ou bien j'envoie une ordonnance à Anna, en temps voulu. Un jour, elle a essayé, c'était stupide, de remplacer la solution à 5% par une solution à 2%, et elle l'a apportée elle-même de Levkovo dans le froid et la bourrasque. Le résultat, c'est que la nuit nous avons eu une scène pénible. Je l'ai convaincu de ne plus recommencer. J'ai fait dire au personnel d'ici que j'étais souffrant. Je me suis longtemps cassé la tête ne sachant quelle maladie elle léguait. J'ai fini par inventer des rhumatismes dans les jambes et une grave neurasthénie. Ils savent qu'en février, je prends un congé et que je pars me soigner à Moscou. De ce côté-là, rien à craindre. Dans le travail, pas de problème. Les jours où je souffre de vomissements incoercibles et de hoquets, j'évite d'opérer. Il a donc fallu m'inventer, en plus, un cathare de l'estomac. Cela fait tout de même un peu trop de maladie pour un seul homme. Le personnel me plaint et me pousse à partir en congé. Aspect extérieur, maigre, pâle, d'une pâleur cireuse. J'ai pris un bain et en ai profité pour me peser sur la balance de l'hôpital. L'an dernier, je pesais 4 pouces. Maintenant, je ne fais plus que 3 pouces et 15 livres. J'ai eu un mouvement de frayeur quand j'ai vu l'aiguille. Ensuite, c'est passé. Abcès incessant sur les clavicules. Même chose sur les cuisses. Je ne sais pas préparer la solution de façon stérile. En outre, 2 ou 3 fois, je me suis piqué sans avoir pris le temps de faire bouillir ma seringue. C'était avant un voyage et j'étais trop pressé. C'est inadmissible. 18 janvier. Hallucination. J'ai des lunettes noires et j'attends l'apparition de personnages pâles. Ce n'est pas supportable. Il n'y a qu'un seul rideau. J'ai pris de la gaz à l'hôpital et j'en ai tendu la fenêtre. Je n'ai pas su trouver de prétexte. Ah, et puis flûte! Pourquoi diable aller inventer des prétextes pour justifier chacun de mes actes? Ce n'est plus une vie, mais un supplice permanent. Est-ce que j'exprime clairement mes pensées? Il me semble que oui. La vie? Ridicule. 19 janvier. Aujourd'hui, pendant la pause, nous étions en train de griller une cigarette dans la pharmacie, et l'officier de santé, tout en mélangeant ses poudres, a raconté, avec un drôle de rire, l'histoire d'une doctoresse morphinomane, qui, étant dans l'impossibilité de se procurer sa drogue, prenait un demi-verre de liqueur d'opium. Je ne savais où regarder pendant tout le temps qu'a duré cet horrible récit. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Je le hais. Que voit-il là d'amusant, hein? Je suis parti comme un voleur. Que voyez-vous de drôle dans cette maladie? Mais je me suis retenu. Dans ma situation, mieux vaut ne pas prendre les gens de haut. Ah, l'officier de santé. Il est aussi cruel que ces psychiatres qui ne sont d'aucun secours aux malades. Aucun. J'ai écrit ces lignes en état d'abstinence. Elles sont très injustes. 1er février. Anna est venue. Jaune, malade. Elle est à bout. Et c'est ma faute. Oui, c'est un grand péché que j'ai sur la conscience. Je lui ai juré que je partirais à la mi-février. Tiendrai-je serment? Oui. Si seulement je suis encore en vie. 3 février. Des sortes de montagnes russes. De glace infinie, comme celles que dévalait dans mon enfance le traîneau du caille des contes.
C'est la dernière fois que je vole sur ces montagnes, et je sais ce qui m'attend en bas. Anna, si tu m'as aimé, tu auras bientôt un grand chagrin. 11 février. J'ai décidé de m'adresser à Baumgard. Pourquoi à lui? Parce qu'il n'est pas psychiatre, parce qu'il est jeune et que nous avons été camarades de faculté. Bien que fort et en bonne santé, il est, si je ne me trompe, d'un naturel doux. Je m'en souviens. Peut-être pour... Aura-t-il pitié de moi? Trouvera-t-il quelque chose? Il faut qu'il me conduise à Moscou. Je ne peux me rendre chez lui. Mon congé a commencé. Je suis au lit. Je ne vais pas à l'hôpital. J'ai médit de l'officier de santé. Il a ri. Bon. Eh bien, quelle importance? Il est venu me voir et m'a proposé de m'ausculter. J'ai refusé. Sous quel prétexte? Je ne veux plus inventer de prétexte. La lettre à Baumgard est envoyée. Homme, quelqu'un de vous m'aidera-t-il? Voici maintenant que je pousse des exclamations pathétiques. Si quelqu'un les lisait, il se dirait que cela sonne faux, mais personne ne lira. Avant d'écrire à Baumgard, j'ai tout repassé dans ma mémoire. Je revoyais avec une insistance particulière la gare de Moscou quand j'ai fui la clinique en novembre. Épouvantable soirée. Je me suis injecté la morphine volée dans les toilettes. Un supplice. Des gens voulaient ouvrir la porte de force. Leur voix grondait, on aurait cru du fer. Ils m'injuriaient parce que je restais trop longtemps. Je revoyais mes mains tressautantes, le crochet qui tressautait lui aussi, la porte qui risquait de s'ouvrir toute grande, d'un moment à l'autre. C'est depuis ce jour-là que j'ai des furoncles. Cette nuit, j'ai pleuré en revoyant cela. Le 12, dans la nuit. J'ai encore pleuré. Que signifie cette faiblesse et cette infamie, la nuit? 1918, 13 février à l'aube. Gorielovka. Il y a de quoi se féliciter. 14 heures sans piqûre. 14! Chiffre inimaginable. Le jour se lève, trouble et blafard. Serais-je en parfaite santé dans un instant? Réfléchissons sainement. Je n'ai besoin ni de Baumgard, ni de personne. Il serait honteux de prolonger ma vie, ne fût-ce qu'un instant. Une vie pareille, non, il ne le faut pas. J'ai le médicament sous la main. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Donc, allons-y. Je ne dois rien à personne. Je n'ai causé que ma propre perte et celle d'Anna. Qui puis-je? Le temps guérira les blessures comme chantait Amne. Pour elle, évidemment, tout est simple et facile. Le cahier à Baumgard, c'est tout. 5. Je lus ces notes de Sergueï Poliakov le 14 février 1918 à l'aube, dans une petite ville éloignée de tout. Elles sont ici en totalité, sans modification d'aucune sorte. N'étant pas psychiatre, je ne saurais dire si elles sont utiles, instructives. À mon sens, oui. 10 années se sont écoulées. La pitié et la terreur que m'inspira la lecture de ce cahier se sont dissipées. C'est naturel, mais je me rends compte en le relisant qu'il continue à m'intéresser alors que le corps de Poliakov est depuis longtemps tombé en poussière, et que nul ne se souvient plus de lui. Peut-être ces notes sont-elles utiles. Je prends sur moi d'en décider ainsi. Anna K. est morte du typhus à Levkovo, en 1922. Amneris, la première femme de Poliakov, est à l'étranger. Elle ne reviendra pas. Ai-je le droit de publier ce cahier qui m'a été offert? Oui. Donc je le publie. Docteur Baumgard. Automne 1927.